Quand j'ai dit oui, il n'y a pas très longtemps, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux, donc merci beaucoup. C'est à la fois c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de pouvoir parler devant vous. D'abord parce que l'univers des e-commerçants est un univers que je connais bien et aussi parce que vraiment ça me fait plaisir d'être là. Je suis à 100 mètres de chez moi, en plus c'est très pratique. Merci beaucoup. Faites ça aussi souvent que vous voulez. Donc merci beaucoup de m'accueillir et d'être là pour écouter finalement ce que Twitter a à dire et qui, j'espère, a réussir ce soir à vous étonner et à vous surprendre. Voilà. Donc moi je suis arrivé chez Twitter il y a pile un an, début octobre 2015, après avoir passé presque 5 ans chez Google où je me suis occupé de développer YouTube, le business YouTube en Europe. J'ai lancé 35 pays à travers l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et puis auparavant, j'ai fait des médias chez M6. Je me suis occupé de la régie publicitaire d'M6. Auparavant, j'étais chez Cara, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant près de 3 ans. Et puis j'ai commencé il y a bien longtemps à faire du marketing chez L'Oréal, comme beaucoup des gens qui, comme moi, sortaient d'école. Et ce que je me plais à souligner dans mon parcours, qui est un parcours finalement assez sinueux, c'est l'opposition finalement entre avoir commencé une carrière dans une entreprise très française, qui a beaucoup de succès d'ailleurs, qui est une entreprise qui est fondée sur un modèle de décision très confrontationnel, sur un modèle d'organisation très pyramidal dans les organisations françaises, et on passe à une organisation californienne dans laquelle finalement la vie de mes collaborateurs est beaucoup plus important que la vie de mes patrons dans ma progression, dans la manière d'être qualifié comme un bon manager. Et puis le dernier élément, c'est à l'émulation et à la compétition interne des organisations comme celle dans laquelle moi j'ai travaillé ces 6 dernières années, sont des organisations qui sont fondées sur la disponibilité de l'information, sur la transparence absolue de l'information au sein de l'entreprise. Chez Twitter, par exemple, tout est connu. Il y a un niveau de transparence des notes écrites, des réunions et des exec meetings de Jack Dorsey qui est impressionnante. Et c'est la même chose qu'on s'applique chez Twitter France. Et donc c'est vraiment radicalement 3 facteurs qui opposent une société française successful de sociétés californiennes qui le sont tout autant. Et c'est vraiment ce que je retiens de mon parcours jusqu'à présent, c'est d'avoir goûté ces 2 cultures et d'être finalement sans doute beaucoup plus à l'aise dans une culture qui prône le consensus, qui prône finalement une évaluation très différente du travail des managers, et puis enfin une culture beaucoup plus transparente dans la manière dont elle fait grandir les gens et prendre les décisions. J'ai oublié un petit détail, bien évidemment, on vous invite à tweeter, on vous promet que Damien ne vous en voudra pas, avec le hashtag WoParis. Bon, ça Damien, c'est un petit warm-up, et cette interview, elle tombe à point nommé, si je puis dire, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est la tectonique des plaques en ce moment chez Twitter. Donc tu te doutes bien qu'on va commencer par devenir copains tous les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de mariages cette année dans la Silicon Valley. Yahoo qui a été racheté par Verizon, LinkedIn par Microsoft et maintenant Twitter qui a un certain nombre de prétendants. Et les rumeurs vont bon train puisque donc Google, Disney, Salesforce, Apple, Microsoft, Verizon et j'en oublie peut-être auraient manifesté leur envie de vous passer la bague au doigt. Mais d'après les derniers bruits de couloir, il ne resterait plus que Salesforce, c'est un épisode avec de nombreux rebondissements. Donc nous, ce qu'on aimerait bien savoir ce soir, c'est quels sont tes bruits de couloir à toi? Est-ce que tu t'attends sérieusement à ce que je commande des rumeurs? C'est pas... On aimerait bien, écoute les sports des livres. D'abord, j'en sais rien. Et ça, c'est la première chose sur laquelle je te demande de me croire. Et la deuxième, c'est de noter une chose. C'est que moi, je suis rentré il y a 1 an, pile, comme je le mentionnais, chez Twitter. Et que ce que je note, c'est qu'en 1 an, la boîte Twitter, la marque Twitter, la plateforme Twitter est devenue immensément désirable. Quand on entend des rumeurs d'acquisition, c'est toujours une très bonne nouvelle, à la fois pour les collaborateurs de Twitter France, pour les collaborateurs de Twitter dans le monde. Le fait de dire qu'aujourd'hui, à la fois le service Twitter, la technologie Twitter, le business model Twitter, l'exploitation Twitter, les collaborateurs de Twitter et les technologies de Twitter sont aujourd'hui des technologies et des gens et une exploitation et une marque et une fonction et un service qui sont redevenus désirables. J'en retiens ça et quelles qu'en soient après les conséquences en termes de rumeurs, je veux bien l'assumer.
Twitter est une entreprise qui est redevenue hautement désirable dans la Silicon Valley et en France. Voilà, c'est ce que j'en retiens. Donc on ne sait pas avec qui vous allez vous marier. Moi, je suis déjà. Très bien. Donc, Twitter a fêté ses 10 ans donc, il y a quelques mois. Ça ne nous rajeunit pas. Et en 10 ans, vous avez réussi à vous imposer, tu viens de le dire, comme un média incontournable. Bon, ça, personne ne conteste. Pour vous donner un ordre d'idée, donc Twitter, aujourd'hui, c'est 313 millions d'utilisateurs. C'est valorisé à 15 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de 2015 était de 2,2 milliards. Et pourtant, vous avez une perte de 2 milliards de dollars en 10 ans, malgré tout, et une stagnation de l'audience. Est-ce que Twitter peine à trouver son modèle et comment est-ce que tu l'expliques? Alors ça, c'est une discussion qui m'intéresse toujours beaucoup. Twitter est une entreprise qui va bien, qui va très bien. On a beaucoup d'argent à la banque parce qu'il y a eu une introduction en bourse qui a permis à Twitter d'avoir, je crois que c'est le CFO récemment, Anthony Noto, qui disait on a 450 ans d'argent à la banque en cash. Twitter récemment a un EBITDA qui est devenu positif et je connais peu d'organisations qui, en 2014, ont fait 100% de croissance, en 2015, ont fait 68% de croissance, et en 2016, qui annoncent tout autant de dynamique. Donc, Twitter va bien. Twitter, c'est bien parce que c'est une marque qui déclenche beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Néanmoins, cet intérêt, rassurez-vous, il est bien placé et la marque va bien et Twitter va bien. Je vais revenir, les chiffres en France sont encore beaucoup plus enthousiasmants et pour des raisons particulières, je pense qu'on abordera un petit peu plus tard. Donc Twitter va bien. Twitter, c'est 313 millions d'utilisateurs connectés. J'ajoute qu'il y a quelque chose de formidable qui nous est arrivé récemment. C'est des accords stratégiques avec des plateformes, avec des moteurs de recherche. On a signé notamment un accord avec Google qui fait que maintenant Google voit ce qui se passe à l'intérieur du corpus de 400 millions de tweets qui sont émis chaque jour. Et en voyant à l'intérieur de Twitter, Google désormais nous rank à l'intérieur des résultats de recherche. Et aujourd'hui, vous tapez Nestlé, vous tapez Danone, vous tapez Amazon sur Google, et bien en règle générale, le deuxième ou le troisième résultat de recherche organique sur Google, c'est la page Twitter de ces marques. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en plus des 300 millions d'utilisateurs qui ont un compte, il y a 500 millions d'utilisateurs nouveaux qui aujourd'hui utilisent Twitter dans le monde. Donc il n'y a pas 300 millions d'utilisateurs, il y a 300 millions d'utilisateurs connectés, oui, mais dans le monde, il y a 800 millions d'utilisateurs de la plateforme, du service Twitter. Et quand on a 800 millions d'utilisateurs, quand on a cette puissance, quand on a ce pouvoir, eh bien, on s'impose progressivement, et c'est le travail que l'on fait avec Jack Dorsey, avec les équipes d'ingénieurs, avec les équipes produits, avec les équipes marketing, avec les équipes de contenu. Twitter devient, et c'est la question à laquelle je répondrai en premier, c'est qu'est-ce qu'au bout de 10 ans, Twitter est devenu aujourd'hui? Twitter aujourd'hui est devenu la plus puissante plateforme mondiale de news en direct. Voilà. Vous vous posez la question de savoir ce qu'est Twitter, vous tweetez, vous tweetez pas, peu importe. Twitter aujourd'hui, dans l'usage, dans la fonction, c'est la plateforme de news la plus puissante en live dans le monde. Elle touche 800 millions de personnes. Certainement les personnes les plus influentes dans le monde en plus. Et ça, on a des chiffres aussi. Donc Twitter a une fonction, Twitter va bien, et Twitter a beaucoup d'avenir, notamment quand je regarde l'émergence de la vidéo en direct, qui est aujourd'hui un vrai phénomène sur la plateforme, et on aura l'occasion d'y revenir, à la fois par l'acquisition de la plateforme Periscope il y a 1 an par Twitter, mais aussi à travers les nouvelles évolutions de la plateforme en matière de vidéo en direct. Alors en prenant en compte tout ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu expliques malgré tout, c'est d'autant plus étonnant, la stagnation de l'audience? Alors, c'est la stagnation de l'audience connectée peut-être, mais quand on a 500 millions de nouveaux utilisateurs qui viennent et qui utilisent le service, et quand on a à ce point-là maintenant effectivement des succès qu'on enchaîne les uns après les autres, mais intéressons-nous plutôt à la manière dont ça se passe en France. En France, Twitter a une croissance incroyable du nombre d'utilisateurs. On parle de 56% de croissance d'utilisateurs en 2 ans sur la plateforme Twitter.
ça nous amène aujourd'hui à être une plateforme qui compte en termes d'audience, et on verra avec un profil extrêmement particulier d'audience qui fait de nous la première plateforme à la fois influente et premium en termes d'usage en France. Alors justement, en France, quelles sont les particularités de Twitter France, et notamment en termes d'utilisateurs, du profil type? Alors Twitter, par l'histoire, par la manière dont on a eu des contenus qui sont arrivés sur la plateforme, est une plateforme qui est aujourd'hui essentiellement une plateforme CSP+. C'est une plateforme qui rassemble 46% des CSP+, en France utilisent Twitter tous les mois, et de la même manière, 50% de l'audience de Twitter est une audience CSP+, c'est-à-dire plutôt plus éduquée, plutôt plus riche, et surtout surconsommatrice de produits et d'achats en ligne. Donc ça fait de nous aujourd'hui, et vous comprendrez que le business model de Twitter en France se porte bien, c'est que sur ces cibles-là, qui sont extrêmement précieuses d'une manière publicitaire, Twitter réussit à construire une affaire qui va bien et qui nous permet aujourd'hui de travailler avec la quasi-totalité des grandes marques françaises en publicité. Donc le profil de Twitter est plutôt en France très différent. Je vous parlais tout à l'heure d'une fonction de plateforme news et de plateforme d'information. Autant aux États-Unis, on est plutôt sur une fonction de plateforme news plutôt infotainment, avec des chanteurs, avec des gens plutôt de l'univers de l'entertainment. En France, on va être plutôt sur de l'information news, plutôt effectivement de l'information de service, de l'information. Twitter a une particularité en France extrêmement importante, c'est, on va dire, l'usage très tôt et très performant qu'en ont fait notamment les services de l'État. Moi, je suis toujours très étonné, et j'ai pris mes fonctions un mois avant le 13 novembre, les événements du 13 novembre, et j'ai pu constater à quel point les services de l'État utilisaient à merveille la plateforme, à la fois en cas de crise, mais pas seulement. Juste penser une chose, la ville de Paris, par exemple, a 1 600 000 followers sur la totalité de ses services. C'est plus que la ville de Londres, c'est plus que la ville de New York. La France a un vrai savoir-faire dans l'utilisation qu'ont les services publics des fonctionnalités de la plateforme Twitter. Et pas seulement, et effectivement, les entreprises qui gravitent autour de l'État, les entreprises de services, la SNCF, 4 millions à 5 millions d'utilisateurs quotidiens, qui inaugure la semaine prochaine sa social room, parce qu'elle a décidé de passer par Twitter pour converser quotidiennement avec ses utilisateurs. Mais c'est la même chose pour RBF, pour EDF, pour Air France, si on va un petit peu plus loin. Et puis ça accompagne toute cette révolution de service client que Twitter est en train d'opérer. Certains se gargarisent vraiment de découvrir le service client sur les réseaux sociaux. Sachez juste que chez Twitter, sur Twitter, c'est une réalité historique. 80% des questions mondiales posées aux marques le sont sur Twitter. C'est Social Bakers et Sprinkler qui ont évalué que c'était entre 79 pour Social Bakers, pour Sprinkler, et 80% pour Sprinkler. C'est 80% des questions mondiales posées aux marques le sont sur Twitter, et on voit des marques extrêmement prestigieuses. Je pense à Apple, qui a créé Apple Support il y a quelques mois, qui a décidé de mettre sur Twitter son service client en ligne, d'abord pour des questions de coût. C'est évalué par McKinsey avec un coût à 4 à 6 fois moins cher qu'un service client normal. Et puis aussi, on mesure très clairement l'efficacité et le ROI d'une bonne réponse sur Twitter à partir du moment où elle est individualisée, rapide et empathique, elle génère des ventes immédiates et supplémentaires pour la marque. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les e-commerçants, aujourd'hui les marques, on les accompagne chez Twitter France, c'est un de nos grands domaines d'activité, pour leur expliquer que, d'un centre de coût, le service client et le consumer care devient un centre de profit, un centre marketing important pour générer du business supplémentaire. Et ça, c'est la réalité sur Twitter depuis assez longtemps, et ça tente à s'accélérer parce qu'on fournit gratuitement de plus en plus de services aux marques pour pouvoir répondre efficacement à des clients. Société Générale met un film de pub en France, nous en fait à 3 ans, on le refait cette année, pour dire Société Générale, on vous répond en moins de 30 minutes sur Twitter. Aujourd'hui, vous regardez sur la page d'Orange, Orange évalue en direct le temps qu'il faut à Orange et ce community manager pour répondre à un tweet. Ils vous disent, voilà, aujourd'hui, là, tout de suite, on est fermé. Ils vous disent, là, aujourd'hui, on répondra à votre tweet en moins de 30 minutes. Et avec la faculté qu'on leur donne de pouvoir avoir un tweet qui reste public ou un tweet qui devient privé, parce qu'on
une conversation avec son banquier, parfois ça doit redevenir privé, avant de redevenir public, pour dire voilà, j'ai une bonne réponse de Société Générale, ou j'ai une bonne réponse de Crédit Agricole, ou j'ai une bonne réponse de BNP Paribas. Voilà. Tout ça, c'est des éléments concrets qui font, et je termine, je te laisse poser une question après, mais que Twitter se développe finalement sur 3 piliers essentiels en France. Le premier de ces piliers, c'est le pilier de Consumer Care, dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement important. Le deuxième pilier, c'est le pilier marketing. Nous accompagnons les marques aujourd'hui à se construire et à gagner de l'argent grâce à Twitter et la publicité sur Twitter. Et puis il y a un autre élément qui est très fort en France, qui est l'accompagnement de Twitter dans les domaines de communication corporate. Par exemple, on accompagne aujourd'hui les marques employeurs, on accompagne aujourd'hui les comités exécutifs, on accompagne de plus en plus de patrons du CAC 40 à utiliser Twitter dans leur communication, parce que sur Twitter, aujourd'hui, elles y trouvent un moyen de communication interne, de communication externe, de personal branding, et tout ça aujourd'hui fait que on constate que sur l'ensemble de ces facteurs, Twitter a complètement changé la manière dont on communique. Alors Twitter, c'est aussi un média qui a eu un impact sociétal très fort, notamment, donc tu le disais, mais en termes de communication. Est-ce que tu peux lister tous les impacts dans lesquels Twitter a eu un impact spectaculaire? Alors, je vais vous épargner, vous êtes debout, je suis assis, je vais vous en lister que 3, si vous me permettez. Twitter a 3 caractéristiques, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, mais je vais y revenir parce que c'est important pour savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on pense profondément transformer les organisations. Twitter est la plateforme du live. Il se passe quelque chose dans le monde, ça se passe sur Twitter. On a même coutume de dire ça se passe 10 à 15 minutes avant les autres plateformes ou les autres médias. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que quand il se passe quelque chose dans le monde, ça se passe sur Twitter. C'est vrai pour les gens, c'est vrai pour les institutions, mais c'est surtout vrai pour les entreprises. Quand on dit qu'il se passe quelque chose dans le monde, ça veut dire qu'on change aussi complètement le rapport des entreprises avec le temps. Avant, vous étiez un assureur, il se passait quelque chose dans le monde, et finalement, vous preniez le temps de répondre. Vous étiez un e-commerçant, vous preniez le temps de répondre. Aujourd'hui, nous, on sait qu'il y a 42% des gens qui suivent des marques sur Twitter qui le font pour le service client, pour leur poser des questions aux marques. 80% de ces gens attendent une réponse dans l'heure. Ça veut dire que si vous ne répondez pas dans l'heure, vous ne faites pas votre boulot. Parce qu'on change progressivement ce rapport avec le temps. Et changer le rapport avec le temps, ça nécessite que les organisations, petites, grandes ou moyennes, elles s'adaptent à ce nouveau temps. Vos agences, vos prestataires de services doivent s'adapter à ce nouveau rapport au temps qui est imposé par Twitter. La deuxième chose, et là, on en parlera tout à l'heure, mais ce rapport avec le temps, hier c'était 140 caractères, après c'est devenu la photo, et aujourd'hui maintenant c'est la vidéo. Periscope aujourd'hui, c'est la manière dont vous pouvez utiliser un flux en direct distribué sur Twitter mondialement. Vous pouvez même le sponsoriser, c'est-à-dire la distribuer dans le monde entier. Quand vous êtes Dior et que vous faites un défilé de mode, mais quand vous êtes Sephora et que le samedi après-midi vous filmez les sessions de maquillage en direct d'un magasin, ou quand vous êtes Renault et que vous décidez de faire de la publicité parce que vous avez installé une petite caméra à bord des espaces et que pendant le festival de Cannes vous filmez les gens qui arrivent et qui montent le tapis et que vous en faites une publicité. Donc on est en train aussi de changer fondamentalement la publicité en direct et la manière dont aujourd'hui on accompagne les boîtes et puis aussi les marques et leurs agences pour comprendre l'impact de la publicité en direct, dont on sait qu'elle est beaucoup plus impactante, transparente, authentique, et elle a un certain nombre de qualités et un coût qui, je le rappelle, minime. Aujourd'hui, vous pouvez faire un flux en direct sur Periscope avec un téléphone, et c'est gratuit. Voilà. Et ça, c'est fondamental dans le changement, quand vous pensez que faire un film de pub, ça coûte entre 100, 200, 300 et même plus de milliers d'euros. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et le troisième facteur, alors, ça c'est le premier facteur, c'est le changement en rapport avec le temps. J'essaie de faire des réponses plus courtes. Le deuxième changement, c'est que Twitter est une plateforme publique. Twitter est une plateforme publique, et donc ça c'est notre ADN, c'est cette plateforme de liberté d'expression. On donne un microphone à chacun et on dit voilà, vous avez la capacité de faire un tweet et d'être entendu dans le monde entier. Et quand on est entendu dans le monde entier, ça veut dire qu'on a donc la capacité d'écrire et la capacité de communiquer, mais on a aussi la capacité d'être entendu dans le monde entier. Et ça, c'est notre ADN, d'être une plateforme de liberté d'expression qui nous permet d'être fiers de ce qu'on fait en Turquie, qui nous permet d'être fiers de ce qu'on fait dans des pays dans lesquels, effectivement, les gens ont besoin de s'exprimer, indépendamment des médias ou avec les médias. Mais ça donne aussi une nécessité impérative pour les entreprises, c'est de comprendre ce nouveau rapport à la transparence de l'information. Je vais être clair.
une des personnes que j'admire le plus sur Twitter, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Polman, qui est le président directeur général, le CEO d'Unilever. Paul Polman, il écrit, je vous engage à le suivre, il écrit des tweets extraordinaires sur la responsabilité sociétale, sur la responsabilité environnementale des entreprises. Il a été quelqu'un qui a participé et contribué activement à la COP21 au niveau mondial. Paul Polman, c'est le CEO d'Unilever. Il impulse dans son entreprise un message, un souffle de responsabilité très fort sur Twitter. Il dit voilà, aujourd'hui, quand on est un bon employeur, on doit faire ça. Quand on est un acteur responsable de l'industrie, on doit faire ça. Quand on est quelqu'un qui paye ses impôts et qui, etc., on doit faire ça. Et c'est quelqu'un qui engage son entreprise parce que c'est quelqu'un qui tweet. Et donc, le mec qui s'occupe de la communication RH, il ne peut pas ne pas en tenir compte. Le type qui s'occupe de la communication produit, il ne peut pas en tenir compte. Le type qui s'occupe de la communication service client, il ne peut pas en tenir compte. Et donc, la nouveauté, c'est que Twitter, par son niveau de transparence, sa capacité à chacun de poser des questions, sa capacité à chacun d'interpeller, et aussi ses capacités à être entendu, eh bien, on impose à nouveau une nouvelle transparence dans les entreprises. Et je pense que tout le monde est Chief quelque chose officer en ce moment. Je pense qu'il y a un job qui va émerger dans les entreprises dans quelques années, qui est le Chief Consistency Officer. C'est-à-dire celui qui est en charge de la communication sur chacun dans l'intégralité du funnel de communication. Et ça, c'est un changement qui est très important. On ne peut plus raconter n'importe quoi. On est obligé d'être extrêmement cohérent quand on est une entreprise, quand on est un acteur social, quand on est un gouvernement, à chacune des étapes de sa communication. Le troisième élément pour qualifier Twitter, qui est important, c'est le côté conversationnel de Twitter. Twitter est une conversation, Twitter est une discussion. Et cette discussion, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est adapter son service client. C'est être capable d'engager des conversations quand vous êtes le patron de PSA Europe, Maxime Pica, et que vous êtes capable de répondre à un client qui vous interpelle sur un problème d'injection de la 508. Oui, c'est ça aussi, c'est cette capacité à converser, à interagir. Et on est à l'aube et va commencer en France quelque chose d'extrêmement important, qui est cette campagne électorale qui s'annonce et qui va obliger un nouveau niveau de conversation entre nos futurs dirigeants, entre les gens qui prétendent au pouvoir en France et les Français. Et c'est toutes ces choses-là, bout à bout, qui vraiment montrent l'impact sociétal et aussi l'impact économique de Twitter. Donc je reviens sur ce que je disais, la capacité à être maintenant beaucoup plus rapide, changement de rapport avec le temps. 2, c'est le changement avec la transparence à l'intérieur des organisations, soit des organisations publiques ou privées. Et puis le troisième élément, c'est la conversation, c'est être capable de dire et de répondre. Il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Je te laisse parler un petit peu. Quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et qui a été quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, qui s'appelle Pierre Bélanger, qui est le fondateur de Skyblog. C'est quelqu'un qui, a un peu plus de 10 ans, disait la publicité en ligne, pour être successful, il faut qu'elle réponde à 3 critères essentiels. Le premier, c'est de ne pas être intrusif, d'être poli, d'être bien élevé, de ne pas empêcher les gens de faire ce qu'ils sont en train de faire, de les interrompre. Et on voit aujourd'hui, tout le problème lié aux adblockers, c'est que les gens ont été excessifs sur cette capacité, sur cette incapacité à comprendre que la publicité en ligne, elle devait être bien élevée. La deuxième caractéristique essentielle de la publicité en ligne, c'est d'être une publicité qui rend service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles fonctionnalités de ciblage permettent d'avoir une publicité qui rend service. On va vous adresser un message publicitaire parce que vous êtes concerné par cette publicité, et si jamais vous n'êtes pas concerné, c'est simple, vous la passez, vous ne la regardez pas, et dans ces cas-là, en plus nous on n'est pas payé, ou alors vous skippez la vidéo, dans ces cas-là YouTube n'est pas payé, donc on est obligé maintenant d'avoir une publicité qui concerne les gens, parce que sinon, qui est créative, parce que sinon ils ne la regardent pas. Et la troisième caractéristique que citait Pierre Bélanger, c'était d'avoir une publicité qui est capable d'appeler à une réponse. Ça suffit d'avoir un mégaphone et de crier des messages publicitaires dans les oreilles des gens. Aujourd'hui, il faut que quand vous adressez un message publicitaire, les gens aient la capacité d'y répondre. De dire j'y crois pas, de dire je veux en savoir plus, de dire j'ai envie de répondre à votre message. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques essentielles de Twitter, c'est d'être une plateforme sur laquelle, même d'un point de vue publicitaire, vous pouvez engager la conversation avec vos clients quand vous êtes une marque. Il y avait Keishua tout à l'heure au e-commerce connect. Si j'avais su, j'aurais mis des tentes, comme ça on aurait pu dormir ici. Non, bon, sérieusement, on enchaîne un petit peu parce qu'il nous reste 15 minutes grand max. Alors, Médiamétrie mesure enfin l'audience de Twitter sur mobile, et c'est une bonne nouvelle. J'ai lu que Twitter avait plus de 18,5 millions d'utilisateurs chaque mois en France. Mobile, desktop, tablette confondus. Avant, ils mesuraient que le desktop, on était à 6 millions. Donc ça, c'est les chiffres de juin. Moi, la question que je me pose, c'est que ça m'a l'air quand même colossal. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 18,5 millions de Français qui utilisent Twitter tous les mois?
Alors, vous citez Médiamétrie et je vous laisse responsable de vos sources. Moi, je peux malheureusement pas les commenter, ces chiffres-là, même si je pense qu'ils sont sans doute pas très loin de la réalité. Ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'effectivement, Twitter, c'est 80% d'usage sur mobile. On est né mobile et on continue à croître sur mobile, donc 80% d'usage de Twitter est mobile, et qu'on a enfin en France, effectivement, l'institut qui mesure les audiences, qui mesure enfin le mobile correctement. Donc on se réjouit qu'on parle enfin des audiences mobiles correctement. On se réjouit si Médiamétrie nous donne ces chiffres très optimistes, qui montrent qu'on est vraiment aujourd'hui une plateforme qui est devenue essentielle en France, utilisée quotidiennement par des millions de Français, parce que les gens y voient un usage. L'usage aujourd'hui de Twitter, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'être cette plateforme de news en direct qui vous donne aujourd'hui une information sur le monde, une information sur ce qui se passe en France, une information sur ce qui se passe autour de chez vous, une information sur aussi ce qui se passe dans votre entreprise, dans votre domaine d'expertise professionnelle, et une plateforme aussi qui vous donne de l'information utile. Moi, je prends la ligne 2 du métro, qui n'est pas très loin tous les jours. J'ai de l'information sur ce qui se passe sur cette ligne 2 du métro, donc c'est une information de service. J'ai une information sur ce que mangent les enfants à l'école, puisqu'ils ont la chance d'être une école qui tweet le menu de la cantine tous les jours. Donc, imaginez... C'est le cas de toutes les écoles. Imaginez, c'est une école publique. Imaginez qu'aujourd'hui, on est sur Twitter capable d'être aujourd'hui une plateforme, une méta-plateforme d'information au service des gens. Et en France, parce qu'on a cette bonne connexion entre les services publics, les services privés, les entreprises, la capacité à apporter du service consommateur, on est en train d'écrire une équation assez magique qui nous apporte le succès qu'on connaît aujourd'hui en France, à la fois d'un point de vue d'utilisateur et aussi d'un point de vue business. Alors, petite question, quelle était la stratégie de Twitter à ses débuts, à son lancement, pour attirer les premiers utilisateurs et bâtir sa communauté? Comment vous avez fait? Alors, si tu n'étais pas là. C'est une très bonne question sur l'histoire de Twitter. Donc Twitter a 10 ans, et donc je pense que les usages initiaux étaient des usages qu'on appelait le microblogging. Donc ça me fait toujours sourire quand dans la presse je lis Twitter, la plateforme de microblogging. Ça fait bien longtemps qu'on a abandonné ce statut-là aujourd'hui. Quand on voit d'ailleurs la proportion de vidéos aujourd'hui sur Twitter, on est très très loin de ces usages-là. Je sais qu'en France, l'usage très particulier est venu de Twitter en France, une plateforme, j'en parlais, extrêmement CSP+, mais aussi une plateforme extrêmement militante. On est né à travers des événements politiques en France, des manifestations. Twitter a connu un boom formidable à l'occasion des débats et des discussions entre la manif pour tous, le mariage pour tous. Et ça a donné chez Twitter une très grande proximité avec les milieux journalistiques et avec les milieux politiques. Et on voit, et quand vous citez des chiffres d'audience aussi formidables, hein, on voit qu'on est très loin parti très loin de ce positionnement très élitiste, très influenceur, pour devenir aujourd'hui une plateforme beaucoup plus utilisée en France par beaucoup plus de gens, des communautés de gamers, des communautés de joueurs, des communautés financières. Il y a des services même je m'amuse toujours à regarder, hein, dans les écoles, il y a un truc qui s'appelle la TweetT, qui est utilisé par beaucoup d'instituteurs pour finalement aider les élèves à apprendre, même en 140 caractères, comment est-ce qu'on écrit la langue française. Où il y a en province, dans les régions, comme on dit aujourd'hui, un certain nombre de médecins de campagne qui utilisent Twitter. Il y a un réseau qui s'appelle TalkTalkDoc, que je vous invite à suivre, qui aide les médecins à converser entre eux sur des diagnostics, sur des usages de médicaments. Et je trouve ça toujours formidable, cet usage-là, qui est toujours un usage très spontané. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la politique d'acquisition menée par Twitter? Tu m'arrêtes si je me trompe, mais de mémoire, vous en êtes à peu près à 31 acquisitions en 10 ans. Alors, Twitter a fait pas mal d'acquisitions déjà dans le traitement de la data il y a quelques années. Je en parlais tout à l'heure, on a un corpus de 400 millions de tweets par jour qui sont émis sur la plateforme, et on accompagne les entreprises, les marketeurs, à comprendre de mieux en mieux ce qu'est cette donnée. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise a la possibilité de souscrire à des services
pour voir le bruit positif, le bruit négatif, être capable d'interpréter tous ces signaux pour après soit rendre ses marketeurs encore plus intelligents, soit mieux écouter ses clients. Donc les premiers types d'acquisition autour de la data. Ensuite, il y a eu des acquisitions dont on a un peu plus parlé. Je pense que l'acquisition de Periscope, il y a un an, a été une de nos acquisitions majeures qui est en train de bouleverser fondamentalement le business et le modèle Twitter dans la vidéo en direct. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a quelques temps, on a accélérer aussi notre politique d'acquisition autour de l'intelligence artificielle. Alors pas l'intelligence artificielle de bot pour répondre à des messages. Nous, c'est une intelligence artificielle qui d'abord a émergé dans la détection des contenus en ligne, des contenus vidéo. On s'est très vite attaché à détecter des contenus, alors c'est pas très intéressant d'en parler, mais notamment des contenus pédopornographiques, d'être capable de détecter ces contenus-là très tôt. Et on a continué à travailler avec les équipes d'intelligence artificielle. On a fait l'acquisition d'un certain nombre d'entreprises récemment qui nous aident à mieux comprendre et interpréter l'image vidéo. Par exemple, aujourd'hui, on est capable d'identifier sur Periscope toutes les images qui traitent de nourriture, toutes les images qui montrent des automobiles, toutes les images qui montrent des jeunes femmes à lunettes, toutes les images qui montrent aussi, on est capable de détecter par exemple des gens qui filment des écrans de télévision. Ça nous aide dans la lutte pour le respect des copyrights, notamment d'être capable de détecter ces images-là. Comment vous les détectez concrètement? C'est l'intelligence artificielle qui est capable de lire les images et de comprendre ce que montrent les images. Il y a une barre search, tu tapes fille à lunettes ou... Alors ça, c'est des implications pour l'instant qui sont internes chez Twitter, qui nous aident à mieux comprendre et mieux lire les images. Et d'ailleurs, c'est fou comme aujourd'hui, la vidéo, on est capable d'interpréter et de la lire, l'image, on est capable de l'interpréter et de la lire, beaucoup mieux par exemple, on est capable d'interpréter et de lire des tweets. Le champ sémantique est beaucoup plus complexe à comprendre que les images ou les vidéos. Alors, on a déjà partiellement répondu, donc rapidement, mais en quoi Twitter est un outil potentiel de développement pour les entreprises et notamment pour les e-commerçants? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une marque avec Twitter? J'y reviens, c'est 3 grands domaines. Le premier, c'est faites exister vos entreprises sur Twitter. Les entreprises sur Twitter, elles existent parce qu'il y a un patron qui communique, parce qu'il y a un COMEX, qui est une équipe qui communique, chacun avec des spécificités et des caractéristiques. Quand on accompagne le COMEX de Total avec Patrick Pouyanné sur la communication de ce que doit être un patron Total, et puis qu'à l'intérieur de son COMEX, on va trouver quelqu'un qui va plutôt communiquer sur les énergies renouvelables et sur les acquisitions totales en matière d'énergie renouvelable. On se distribue quand on est le COMEX de PSA, eh bien on laisse le patron de Citroën, la patronne de Citroën communiquer, le patron de Peugeot communiquer sur des domaines très différents, le patron du design va communiquer. Voilà, on se répartit les prises de parole. Et ce qui est vrai pour les grosses boîtes, c'est aussi tout à fait vrai pour les petites PME. Il faut exister sur Twitter. Ensuite, vous êtes une marque employeur, vous avez besoin de recruter. Énormément de recrutement aujourd'hui se passe sur Twitter. Plus de 40% de l'usage de Twitter en France, c'est un usage professionnel. Recrutement, information financière, santé d'entreprise. Quand PSA retransmet ses résultats financiers sur Periscope et sur Twitter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PSA a besoin de communiquer de manière très transparente auprès de ses actionnaires, auprès des milieux financiers sur ce qu'est la bonne santé de cette entreprise française. Donc c'est une communication corporelle. Ensuite, c'est une communication marketing. Marketing parce que sur Twitter, avec une carte de crédit, on est capable de commencer en 5 clics une campagne publicitaire sur Twitter avec 19 niveaux de ciblage différents, des ciblages qui vont être capables aussi de vous permettre maintenant, eh bien, quand un de vos concurrents fait un film de publicité en télévision, vous êtes capable aussi de dire bah, moi je fais mieux sur Twitter. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'usages concomitants, il y a plus de 60% de l'usage qui est concomitant télé-Twitter. Donc ça veut dire que beaucoup de marques aujourd'hui utilisent Twitter pour amplifier le message en télévision ou juste pour dire bah non, ce que dit mon concurrent en télévision, moi je fais mieux. Voilà. C'est aussi des usages qu'on trouve sur Twitter. Sachez juste que nous, ce qu'on démontre aujourd'hui, c'est qu'une marque qui fait télé et Twitter en même temps, sur le synchronisé, c'est x2 d'efficacité publicitaire. Donc on est en train de réhabiliter l'investissement en télévision en disant non, c'est pas grave le multitasking, c'est pas grave le multiscreening. Si vous faites télé et Twitter en même temps, vous faites x2 sur l'efficacité publicitaire de vos investissements. Et puis, dernier élément, j'y reviens, c'est répondez, parlez à vos clients, ils vous posent des questions, ils sont là, et à chaque fois que vous leur répondez, eh ben, c'est des clients qui vous achèteront, qui vous considéreront, qui reviendront. Et Twitter, c'est la plateforme sur laquelle le plus de questions sont posées. Je vais tomber, c'est ça. Voilà, je vais me déplacer. Reste avec vous.
Bon, alors évidemment, on va parler de vidéo, on a partiellement commencé. Donc on disait rachat de Periscope il y a 1 an et demi. Vous venez également d'annoncer de nouveaux formats de streaming en direct sur Apple TV, Amazon Fire TV et Xbox One avec l'acquisition de droits vidéo en direct. On va y revenir, tu vas expliquer ce que ça veut dire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous mettez le paquet côté vidéo. Quelles sont vos ambitions avec la vidéo? Alors, juste un élément de base. C'est qu'un tweet qui contient de la vidéo, il est 6 fois plus retweeté qu'un tweet qui contient de l'image ou du texte. Donc ça veut dire qu'il y a une appétence folle des utilisateurs de Twitter pour la vidéo. Ça, c'est une première chose. Donc ensuite, quand on dit Twitter devient une plateforme d'information live. Le live aujourd'hui, c'est vidéo, c'est incontournable. On a fait l'acquisition de Periscope il y a 1 an avec une multitude d'usages. L'usage corporate, j'en ai parlé, mais aussi c'est Rémi Buzy, c'est un community manager qui va filmer le premier dimanche soir de Nuit debout avec son téléphone portable, une énorme batterie, il fait 5 heures de direct, place de la République, il a 400 000 spectateurs qui viennent voir ces images à partir d'un téléphone portable, et pourtant ce n'était pas vraiment des images, on ne voyait pas grand-chose, il faisait un peu noir, il allait juste de groupe en groupe, où il posait des questions, il interagissait, voilà, ça c'est un vrai changement. Twitter aujourd'hui distribue ce flux Periscope à l'intérieur de la timeline. Ça veut dire que moi j'ai un compte Periscope, j'ai un compte Twitter. Quand je commence un Periscope, il est immédiatement distribué sur mon compte Twitter. Ça veut dire que c'est une formidable solution aujourd'hui pour des gens qui veulent s'adresser au monde, montrer des images. On dit que Periscope, il n'y a pas de solution plus proche de la téléportation de Periscope. Vous avez une map, vous pouvez décider d'aller partout dans le monde, voir ce qui s'y passe. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est une première chose à disposition des marques, des médias, de tout le monde. C'est un formidable nouvel outil de communication. En France, un succès particulier. Depuis le début de l'année, on a été élu app de l'année dans l'App Store. Il y a une vraie affinité entre Periscope et la France. La deuxième gros virage stratégique qu'on est en train de s'opérer sur Twitter. On a signé des droits de la NFL, on a signé les droits de la NBA, on a commencé à diffuser des matchs de Wimbledon, et surtout, la semaine dernière, on a diffusé le débat Clinton-Trump. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en direct sur Twitter? Merci. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que vous êtes avec votre mobile, vous avez l'image d'une qualité absolument irréprochable, et juste en dessous de l'image, vous avez les tweets. Vous avez les tweets, ça veut dire que vous avez sur un écran à la fois le contenu et la discussion autour de ce contenu. Donc c'est bien sur un match de foot, vous partagez vos émotions, vous partagez les analyses, vous partagez les images. Sur un débat public, comme celui qui a eu lieu la semaine dernière entre Trump et Hillary Clinton, entre Donald et Hillary. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des images, il y a des arguments qui sont avancés par les candidats. Il n'y a pas un journaliste dans la salle qui est capable de faire du fact-checking d'une manière suffisamment rapide et avec suffisamment d'éléments pour dire à un candidat, pardon, ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Et bien tout ça aujourd'hui, ça arrive sur Twitter, où vous avez les équipes des 2 candidats qui utilisent Twitter pour confronter, pour répondre, pour enrichir la discussion, pour être capable de dire, Donald, vous avez dit non à ça, mais pardon, voilà la vidéo sur laquelle vous avez dit ça au sujet des femmes et c'est pas joli. Et de la même manière, quand Donald va dire Hillary n'est pas bien en forme, il est capable de shooter une vidéo aussi pour le montrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Twitter devient non pas juste un canal de diffusion du live supplémentaire, c'est pas notre enjeu. On n'est pas là pour diffuser un match de foot, ça reste encore beaucoup plus joli sur un écran 16:9 magnifique, comme vous avez tous dans vos salons. En revanche, le fait de dire que la conversation, elle est enrichie, on arrive sur un live et sur un instant enrichi par rapport à une discussion classique, je suis extrêmement excité à l'idée que demain, il puisse y avoir des débats politiques en France pendant les présidentielles, que ce soit à l'occasion des primaires ou à l'occasion des débats entre candidats, sur lesquels les gens arrêtent de dire n'importe quoi, parce qu'ils savent très bien que l'équipe du candidat d'en face va shooter instantanément le fait, la vidéo, la preuve par l'image et par le son, qu'aujourd'hui, un candidat, ça ne peut plus aller sur une estrade, raconter forcément n'importe quoi dans l'enthousiasme de la campagne, et qu'on arrive maintenant à un nouveau niveau de transparence de la discussion qu'imposera Twitter à l'occasion des prochaines présidentielles, et j'en suis, je ne sais pas pour vous, mais moi en tant que citoyen, absolument ravi. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que les politiques sont encore plus dans la merde finalement. Ils sont... Non, mais enfin, ils vont être obligés, et leurs équipes de campagne, être obligés d'utiliser notre plateforme, et puis d'autres aussi, je ne suis pas chauvin, d'autres plateformes pour expliquer les choses d'une manière différente.
on ne peut plus être dans des effets de manche, des effets d'esbrouf. Aujourd'hui, le fact-checking, ça marche pour les petits, mais ça marche aussi pour les boîtes. Quand il y a une entreprise qui est attaquée sur la qualité de ses produits, sur le fait d'être polluant, etc., et que vous avez en face une réponse des community managers, une réponse des experts, qui est de dire « Pardon, Madame Lucet, mais vous savez, on ne fait pas très bien, mais on fait quand même mieux qu'il y a quelques années, et nos produits, bah oui, ils sont attaquables, mais parce que finalement, on a réalisé ce genre de choses il y a quelques temps, et on s'améliore de jour en jour. » Ça veut dire qu'on rend un peu plus tout le monde responsable et on peut rendre compte et qu'on peut répondre quand on est attaqué ou quand on a besoin de répondre en tant que marque. Donc on en revient à la transparence. Donc vous avez fait l'acquisition de Periscope. Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait comme espoir, avec cette acquisition, que l'application soit un nouveau levier de croissance. À l'heure actuelle, les marques ne payent pas pour utiliser Periscope. Est-ce que ce sera le cas un jour? Est-ce qu'un jour, ça pourrait être un nouveau levier de croissance? Je ne crois pas. Kevin Beckpour, qui est le patron fondateur de Periscope et qui était à Paris récemment, l'a rappelé. Periscope n'a pas pour vocation à devenir une plateforme sur laquelle on voit de la publicité. Periscope a pour vocation d'être un moyen que chacun peut utiliser pour rendre compte, pour diffuser des images en direct gratuitement. Que ça vienne enrichir Twitter et le contenu sur Twitter, et ça c'est notre obsession avec les équipes à Paris et les équipes dans le monde, c'est de faire en sorte que vous tous, vous ayez de plus en plus de bonnes raisons de venir utiliser la plateforme Twitter. Donc oui, Periscope vient enrichir le contenu, l'oxygène, le contenu que vous trouvez sur Twitter, et au même titre que le service client, c'est entièrement gratuit pour les marques qui l'utilisent. Periscope, c'est entièrement gratuit pour tous les gens qui l'utilisent. Oui, on peut aujourd'hui utiliser Periscope gratuitement, sans pub. Alors, les marques l'utilisent. Comment les marques utilisent Periscope? La semaine dernière, cette semaine, pardon, Louis Vuitton a pour la première fois diffusé depuis la place Vendôme le premier défilé de mode en haute définition sur Periscope. Et ben, c'était tellement bien qu'ils ont décidé de payer de la publicité, c'est-à-dire de distribuer, d'avoir un tweet sponsorisé avec en direct le défilé de mode. Et ils ont réussi à obtenir plusieurs centaines de milliers de vues pour ce défilé Vuitton à travers le monde. Ça veut dire qu'on donne aujourd'hui la possibilité, alors certains se souviennent, ils sont vieux comme moi, de Marie-Christiane Marek qui filmait les défilés de mode sur Paris Première, ils ne faisaient pas plusieurs centaines de milliers de diffusions. C'est-à-dire qu'on offre à la marque Vuitton, dans une qualité de diffusion irréprochable, avec le soutien des équipes de Twitter, avec l'excellente compréhension des équipes de Vuitton, de comment ça marche et de ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, on est capable de dire à ces marques-là, vous pouvez diffuser un défilé en direct, haute définition, c'est distribué dans le monde entier. Dans ces cas-là, les marques payent pour le diffuser. Et moi, j'ai diffusé le défilé ETA la semaine dernière, formidable défilé de lingerie. Forcément. J'ai eu moins de 600 vues sur mon Periscope, mais je n'ai pas payé. Plus que ça. Et voilà, chacun peut rendre compte de ce qu'il vit. Et les marques aujourd'hui peuvent l'utiliser pour diffuser tout ce qu'elles ont bien montré. Encore une fois, j'en parlais, c'est Sephora qui va montrer des sessions de maquillage le samedi depuis la 5e avenue quand il y a des conseils à donner. Mais c'est aussi peut-être demain Carrefour qui va montrer l'arrivée des fruits et légumes frais le matin, des poissons frais sur les étals. On va complètement changer et révolutionner la manière dont la vidéo en direct va devenir un format publicitaire. On accompagne les annonceurs dans cette démarche-là, on accompagne les agences de publicité dans cette démarche-là. On a une équipe à Paris, qui est une équipe qui est dédiée à l'accompagnement des agences pour la compréhension de ces nouvelles technologies du live et du direct, parce que c'est génial et c'est pas cher et c'est un nouveau potentiel créatif à disposition des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Alors, il ne nous reste que 2 questions, rassurez-vous, après on va voir des coups. Alors, l'avant-dernière, c'est du coup, si vous ne gagnez pas d'argent avec Periscope et si le consumer care, etc. 80% de ces revenus qui proviennent de la publicité. C'est la publicité qui est à l'intérieur du fil Twitter, qui est une publicité qu'on veut donc non intrusive parce qu'elle est native, qu'on veut créative et on accompagne vraiment les agences dans ce sens-là parce que ce qu'on peut faire sur Twitter c'est absolument génial. Si vous regardez que 70% des grands prix de Cannes intégraient du Twitter l'année dernière parce que c'est
Volvo qui va dire, bah voilà, à chaque fois que vous voyez un spot de pub pendant le Super Bowl et vous tweetez Volvo, je vais faire gagner une Volvo à ma grand-mère, vous êtes capable de complètement capturer l'intention et de faire en sorte que les gens ne regardent pas le film publicitaire, qu'ils ont payé des millions pour mettre là, et ils sont en train de tweeter en disant, tiens, il y a une marque d'auto qui est en train d'annoncer. Et voilà, le potentiel créatif sur Twitter est énorme et on accompagne les marques. Et le 10% restant de nos revenus provient de la donnée, de la data que l'on vend aux marques, que l'on vend aux marketeurs, que l'on vend aux instituts, pour essayer de faire en sorte de nous rendre collectivement plus intelligents dans la manière dont on perçoit les bruits, dont on les écoute et dont on est capable d'enrichir nos offres et nos produits. Voilà. J'ai rien compris avec l'histoire de Volvo. Super Bowl. Les marques, pour mettre de la pub pendant le Super Bowl, payent des milliers de dollars. Volvo n'avait pas les moyens de s'acheter un film publicitaire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un peu de pub et ils ont dit, à chaque fois que vous verrez un spot d'une marque automobile pendant le Super Bowl, et que vous tweetez juste à ce moment-là, Volvo, je veux faire gagner une voiture à ma grand-mère, votre grand-mère pourra gagner une Volvo. Et donc à chaque fois qu'il y avait un spot d'auto super bien, les gens plongeaient sur leur compte Twitter pour tweeter Volvo, je vais faire gagner une voiture à ma grand-mère. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un spot auto pendant le Super Bowl, on voyait les courbes de tweets sur Volvo qui explosaient. Et donc ils ont réussi finalement à augmenter les ventes de la Volvo XC90 de plus de 70% dans le mois qui a suivi le Super Bowl, parce qu'ils ont réussi à hijacker complètement la publicité pendant le Super Bowl, et ça c'est arrivé sur Twitter. En France, un exemple plus près, Volkswagen, vous vous souvenez de ce match Volkswagen où c'est un match de l'équipe de France, où vous voyez tout autour du terrain Volkswagen avec 2W, Volkswagen, et on voyait l'affichage. Et donc sur Twitter, on a commencé à dire, c'est quand même dommage, ils font une faute d'orthographe au nom de la marque, quel scandale, etc. Et puis finalement, pendant l'écran publicitaire sur TF1 qui diffusait le match, on dit mais non, c'était une blague, Volkswagen c'est un V et après un W, etc. C'était juste pour vous annoncer officiellement que Volkswagen était devenu le nouveau partenaire officiel de l'équipe de France. Et bien on a vu après les gens en Twitter en disant c'est génial, merci beaucoup, maintenant je sais enfin comment ça s'écrit Volkswagen. Et on est capable créativement d'interagir entre des événements directs et des idées créatives très simples. Et aujourd'hui ça c'est à la portée de n'importe qui. Et Twitter a d'ailleurs... J'ai compris, merci. Je peux me coucher tranquille. Et Twitter a d'ailleurs dû bien servir à Volkswagen après le scandale des émissions de... Twitter, non, en vrai, Twitter a amené quelqu'un qui s'appelle Jacques Rivoal, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, parce qu'il est très courageux. C'est le patron de Volkswagen en France. Il a ouvert son compte Twitter quelques semaines après cette affaire, cette discussion, parce que c'est quelqu'un qui a dit moi, je veux commencer à engager la conversation avec mes clients. Et c'est marrant de me poser cette question parce que pour moi, c'est un exemple très clair d'un patron qui a le courage de venir sur Twitter, d'ouvrir un compte et de dialoguer et de répondre aux questions. Et regardez ce qu'il fait, c'est formidable. Et donc aujourd'hui, regardez tous ces patrons qui ouvrent les comptes sur Twitter. C'est je veux entamer le dialogue. Aujourd'hui, une marque qui refuse d'être sur Twitter, c'est une marque qui refuse de réaliser qu'on parle d'elle. Donc allez-y, soyez-y, répondez, discutez. Et il y a une deuxième chose, j'ajoute, parce que c'est important. Si on demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut recommander l'usage de Twitter dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui Twitter c'est une source d'information formidable si vous voulez être un bon professionnel. Si vous voulez être un professionnel qui est au courant de savoir ce qui se passe, de vous lever le matin, de lire Adage, de vous lever le matin, de regarder le HuffPost, de regarder, vous n'avez pas d'autres sources d'information aussi complètes. Et ça m'énerve quand je discute avec jeunes professionnels qui me disent bah non, mais moi l'information sur des équipes médias, des agences médias avec lesquelles je travaille qui me disent aujourd'hui mes sources d'information c'est d'écouter mon rendez-vous du matin. Pardon. Regardez, regardez ce qui se passe dans le monde. Sur Twitter, vous avez une source unique d'information. Abonnez-vous à Twitter. C'est une question de vie ou de mort professionnelle pour vous. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans le monde, et d'autres, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a une source d'information qui vous permet d'avoir ce point de vue général sur le monde et sur vos métiers et sur vos clients sur Twitter, vos banquiers sur Twitter, votre écosystème sur Twitter. Soyez-y parce que sinon vous ne serez pas au courant. Donc ce qu'il faut tweeter ce soir, c'est utiliser Twitter, c'est une question de vie ou de mort. DG Twitter, merci. Dernière question, last but not least, quels sont tes conseils et good practice pour l'audience en termes business, mais aussi pour s'épanouir dans sa carrière, parce que tu as l'air très épanoui. Oui, alors ça c'est une très bonne question. Déjà la première chose, c'est utiliser Twitter. Comme ça vous saurez...
comme ça vous saurez pourquoi est-ce que vous êtes heureux, c'est que vous regardez tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, c'est voilà. Moi, le conseil, c'est moi j'ai accepté de venir chez Twitter parce que j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré Jack Dorsey et vraiment je me suis dit c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. J'ai rencontré l'équipe qui m'a recruté, qui étaient les gens que j'allais diriger chez Twitter France, et je suis tombé amoureux de ces gens-là. Et que je trouve qu'il n'y a pas de bon travail sans une belle histoire d'amour avec une équipe. Et moi, ça c'est celle que je vis au quotidien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en tous en tant que salarié, on doit être. Et je parlais salarié parce que c'est important. Moi, tout le monde est start-upper ou entrepreneur, et il y en a beaucoup ici. Moi, je défends le salariat parce que je trouve ça très bien aussi. Il y a quelques années, on sortait de l'école, on disait pour qui tu bosses, c'est génial. Aujourd'hui, visiblement, quand on sort d'une école ou quand on finit ses études, c'est combien t'as levé et voilà, c'est très bien. J'adore ce déplacement entrepreneurial de la France et je soutiens à titre personnel. Et je soutiens aussi que c'est très bien aussi de continuer à travailler dans des boîtes qui innovent et qui bougent. Soyez juste clients de nos entreprises. Soyez aussi des clients. Le jour où votre entreprise cesse de vous rendre heureux, vous partez. Il ne faut jamais avoir peur de partir. Moi, les gens regardent généralement mon CV en me disant voilà, mais vous n'êtes jamais resté plus de X années dans une entreprise. Ben non. Et pourtant, moi j'en discute avec des Américains, ils disent voilà, t'es resté 3 ans dans cette boîte, c'est hyper long. Et en fait, voilà, c'est la clé du succès, c'est cette capacité formidable à être curieux, adaptable et à changer. Je ne sais pas si j'ai l'équipe dans la salle, mais vous bouchez vos oreilles parce que vous restiez. Mais en fait, le truc essentiel, c'est moi, la qualité première que je demande à mes collaborateurs, c'est pas d'être intelligent, c'est pas d'être drôle, c'est pas d'être beau, quoique, c'est juste d'être des gens hyper adaptables. La flexibilité des collaborateurs. On est dans un univers qui change toujours, toute la journée. Il y a des rumeurs, il y a des bruits, il y a un trimestre ça va, le trimestre ça va encore mieux, mais il faut juste être en permanence dans un mouvement. Soyez dans un mouvement et la première qualité que vous devez avoir, c'est d'être hyper adaptable. Ce que j'adore là-dedans, c'est que moi je suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai 42 ans, et que pour la première fois, j'ai vraiment le sentiment que plus on est vieux, moins c'est un handicap, parce que je connais des jeunes de 25 ans qui sont beaucoup moins adaptables que moi, et beaucoup moins flexibles, et beaucoup moins adeptes de la curiosité et de la volonté d'apprendre. Et donc je trouve qu'on va arriver dans un moment où finalement ça va être la revanche des vieux, où il ne faudra plus nécessairement être jeune pour être super flexible et super adaptable. Voilà. Et je me considère déjà comme un Donc 42 ans déjà Twitter, t'as foiré ta vie. Je la commence. Dernière question, après je vous promets que c'est à vous, mais je pense que ça peut vous intéresser. Est-ce que vous recrutez chez Twitter, et si oui, à quel poste? On recrute des journalistes. Je suis plus journaliste si je bosse chez Twitter. Oui, tu as raison, parce qu'on n'est pas un média, on est une plateforme au service des médias, au service des journalistes, et ça c'est important de le rappeler. Twitter est une entreprise qui connaît beaucoup de croissance et ne va pas pouvoir tout faire en étant une quarantaine à Paris. On vient de rentrer dans des nouveaux bureaux qui sont à côté de l'Opéra, qui sont merveilleux, qui sont là pour accueillir tout le monde. Allez-y, vous avez l'adresse à la fin. Et en tout cas, vous serez bien reçu. Et donc Twitter est une entreprise de croissance. C'est ça que je veux vous retenir. On est dans un mouvement qui est extraordinaire parce que on est utile. Il y a une phrase que Jack Dorsey m'a dit un jour et que je retiens et je veux vraiment. C'est imaginer aujourd'hui un monde sans Twitter. Ben moi, j'y arrive pas. On va fermer les yeux et on va imaginer un monde sans Twitter. Merci. C'est que le changement et la transformation que cette plateforme opère dans nos vies, la mienne en particulier, me fait dire qu'on devient aujourd'hui un service qui est un service qui ne permet pas nécessairement aux gens de dire ce qu'ils font. Si vous voulez retenir à peu près ce que fait Twitter aujourd'hui, on n'est pas la plateforme qui permet aux gens de dire ce qu'ils font, on est la plateforme qui permet aux gens de dire ce qu'ils pensent. Voilà. Et moi je pense beaucoup bien de vous et je vous remercie beaucoup parce que vous avez beaucoup d'attention de grande qualité. Merci beaucoup pour tes questions et merci beaucoup d'être venu. Voilà. On vous aime. J'ai une question Je vous entends pas. Pardon. J'ai une question qui concerne ma sœur. En fait, elle est harcelée souvent sur Twitter et c'est partie des problèmes qu'on mentionne souvent dans le réseau. Qu'est-ce qui est prévu contre ça?
Alors, les questions de sécurité sont des questions essentielles pour nous. On ne peut pas dire aujourd'hui que les gens s'en foutent, oui, mais pour nous c'est important. On ne peut pas aujourd'hui dire dans le monde qu'on est la plateforme de la liberté d'expression si on ne protège pas nos utilisateurs justement à exercer cette liberté d'expression. Et donc il y a des règles de fonctionnement sur Twitter avec des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Et mon métier à moi, en particulier, c'est de faire en sorte que les règles en Europe soient adaptées à la vie européenne, à la culture européenne, parfois un petit peu différent. Ce qui se passe aux États-Unis, ça fait partie de mon travail, et l'équipe ici à Paris, c'est de faire en sorte qu'on adapte et qu'on ajuste et qu'en permanence on réfléchisse à la meilleure manière d'adapter les règles de ce qui est autorisé ou de ce qui n'est pas sur Twitter. Les règles sont extrêmement drastiques. On a fermé des centaines de milliers de comptes terroristes depuis 1 an, parce qu'on empêche sur Twitter, avec vraiment beaucoup de force, les gens qui font la promotion du terrorisme. On a des règles qui empêchent, qui préviennent des comportements haineux, des comportements qui consistent à être discriminatoires. Tout ça, c'est quelque chose qui est très fortement à notre attention. On y travaille tous les jours. On a des équipes dans le monde qui vont, et c'est notre principale responsabilité, c'est de faire en sorte qu'au-delà de nos règles, il y ait des gens qui soient capables, quand vous faites un signalement, parce que vous pensez que quelqu'un enfreint ces règles, soit capable d'intervenir pour soit fermer un compte, soit tomber un contenu. Et donc, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que nos équipes, à travers le monde, en langue française, puissent intervenir 24 heures sur 24 pour vous protéger en tant qu'utilisateur, pour protéger les gens qui aujourd'hui utilisent la plateforme et qui ont besoin d'être en sécurité. La sécurité, c'est un gros thème. Donc, oui, le harcèlement fait partie de ces thèmes-là, c'est un thème important pour nous, au même titre que la lutte contre l'homophobie, au même titre que la lutte contre l'antisémitisme, au même titre que la lutte contre toutes les luttes qui aujourd'hui nécessitent notre intervention. J'ajoute que tous les 6 mois, on publie ce qu'on appelle un rapport de transparence, au-delà de notre action quotidienne avec les associations. On travaille beaucoup avec la LICRA, on travaille beaucoup avec beaucoup d'associations qui luttent contre notamment le phénomène que vous mentionnez. Et en fait, on s'attache à publier tous les 6 mois un rapport qui dit très ouvertement, voilà le nombre de signalements, voilà le nombre de demandes qui ont été faites par la justice et par les autorités. Et on va dire, publier publiquement toutes les réponses qu'on apporte à ces demandes. Mais sachez-le, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. On est faillible, on sait qu'on ne peut pas tout faire, mais on s'améliore de jour en jour. Croyez-moi. Permettre, tu ne réponds pas pour sa sœur. Je ne peux pas malheureusement connaître le cas de votre sœur en particulier.